Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Niger. L'ONU dénonce la détention arbitraire du président déchu Bazoum. Le groupe de travail de l'Organisation des Nations Unies sur la détention arbitraire a demandé aux autorités nigériennes de libérer le président déchu Mohamed Bazoum, qui a été victime renversé par le coup d'État de juillet 2023. Coup d'État mené par le général Abdourahmane Tiani, qui dirige actuellement le Niger. Ce groupe de travail a estimé qu'il était privé de ses droits, de même que sa femme Adiza, et a demandé donc aux autorités nigériennes de procéder à sa libération. On sait que depuis sa détention, les autorités ne veulent pas, en tout cas, libérer Mohamed Bazoum, qui aussi jusque-là n'a pas signé sa démission. Nous en parlons avec nos invités. Je veux bien commencer par vous. Horus Donkovi, l'ONU, une nouvelle fois, demande la libération de Mohamed Bazoum, qui a été déchu du pouvoir depuis juillet 2023. Alors, on peut considérer que l'ONU est dans son rôle, mais je pense qu'il y a de la logique à ce que M. Bazoum ne quitte pas encore le Niger, qu'il reste. Maintenant, après, oui, on peut épiloguer sur les libertés qui lui sont permises, ce qui lui est permis au niveau du territoire nigérien. Mais après, je comprends tout à fait que l'on ne veuille pas le laisser partir. C'est un ancien chef d'État. Il a, à mon sens, un certain nombre d'informations qui sont cruciales et qui portent sur la sécurité de la nation, que ce soit la sécurité militaire, économique, stratégique et ainsi de suite. Et donc, ce n'est pas anodin de le laisser partir. À l'époque du Burkina Faso, je me rappelle que je n'ai... Christian Kaboré. Non, j'étais pas d'accord avec le fait que l'on puisse laisser partir M. Compaoré, parce que j'estimais que M. Compaoré, avec le nombre d'années qu'il a fait au niveau de l'État, son statut de militaire et ainsi de suite, détenait des informations cruciales pour la sécurité du Burkina. Et donc pour moi, il ne s'agissait pas de l'embastiller, mais il s'agissait de l'avoir à disposition sur le territoire afin que ces informations ne fuitent pas. Mais afin que ces informations puissent servir au développement du territoire, à la protection du territoire. Et pour moi, M. Bazoum, c'est la même chose. C'est-à-dire, pour moi, je pense qu'il a été ministre, il a été président. Oui, il est déchu, mais il n'en demeure pas moins qu'il reste un Nigérien et qu'on a besoin de M. Bazoum sur le territoire pour avoir des informations nécessaires, ou du moins pour que ces informations ne fuitent pas. Surtout que au niveau du Niger maintenant, sévit depuis quelques moments des groupes armés qui se réclament de la reconstitution de l'état de droit au Niger et ainsi de suite. Je dirais même, en allant un peu plus loin, que je pense que nous sommes le seul continent qui faisons ça. C'est-à-dire, nous sommes le seul continent qui avons des anciens chefs d'État qui parfois sont poursuivis par la justice et qui quittent le territoire. Vous remarquerez que pour Nuremberg, ça s'est passé en Allemagne. Tout le monde a été jugé en Allemagne. Vous prenez Napoléon, on l'a jugé en France, on l'a pas déporté. Même pour des personnalités comme Sarkozy, qui, moi, je suis sûr, intéresserait la justice africaine, les justices africaines. On a besoin d'avoir un certain nombre de renseignements, nous, au niveau de notre justice, pour savoir exactement ce qui s'est passé en Libye et ce pourquoi la Libye est déstabilisée et pourquoi ça impacte toute une région. Il est sûr et certain qu'on ne nous livrera jamais Nicolas Sarkozy qui ne quittera pas le territoire, et que même s'il advenait qu'il fasse un saut à l'extérieur, on sécuriserait les informations qu'il détient. Donc pour moi, je prends l'exemple de la Guinée. Monsieur Alpha Condé est toujours en Guinée. Donc oui, peut-être il est en Turquie. Il n'est plus en Guinée. Ah ok, d'accord. Ah d'accord. Donc désolé pour l'information, mais toujours est-il que pour moi, disons, quand on est une personnalité d'État, on peut être déchu, d'accord, mais il faut quand même qu'il reste sur le territoire. Il faut qu'il reste sur le territoire. Demande justement ce groupe de travail de l'Organisation des Nations Unies, qui demande sa libération immédiate et sans condition. Oui, mais si la libération
qu'on lui souhaite, c'est de devoir après quitter le territoire pour aller à l'extérieur, là je pense qu'il y a un souci. Pour moi, c'est les informations que M. Bassoum détient sont des informations vitales. Ce n'est pas un parvenu politique, c'est quand même quelqu'un qui a construit sa notoriété sur la durée, qui a travaillé avec plusieurs chefs d'État et donc qui a des informations sur ce qui se passe actuellement au Niger. Donc je trouve qu'il y a quelque chose de dangereux à laisser quelqu'un partir comme ça avec tout ce tas d'informations sans avoir fait un travail de débriefing, sans avoir fait un travail de récupération de l'information, de sécurisation de l'information, parce qu'il en va de la sécurité du Niger, surtout en ces périodes de troubles où on a un gouvernement qui est remis en cause, où on a une sécession d'un nombre d'États par rapport vis-à-vis de la CEDEAO, on a la création de l'AES et ainsi de suite. Donc à un moment, on est vraiment dans une situation... Mettons que le Niger actuel n'a pas la quiétude qu'il devrait avoir et qui est donc pour moi Monsieur Bazoum, même je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il puisse retrouver un certain nombre de libertés, pour moi il devrait avoir une interdiction de quitter le territoire au minimum. Alors Louis Kamako, le groupe de travail de l'Organisation des Nations Unies sur la détention arbitraire a estimé que le président déchu Mohamed Bazoum ainsi que Hadiza Bazoum, sa femme, sont arbitrairement détenus et qu'il fallait procéder à leur libération pour qu'ils puissent entrer dans leurs droits, que l'État nigérien consente quand même à ce qu'ils obtiennent le droit de certaines réparations parce qu'ils sont détenus depuis la chute de Bazoum en juillet 2023. Oui, je crois que l'Organisation des Nations Unies répond à un appel qui lui a été lancé par un certain nombre des avocats de Bazoum et des organisations de la société civile qui militent pour la défense des droits humains au Niger. Et donc, c'est à ce sujet-là que l'ONU a réagi. Et cette réaction, je la trouve salutaire, d'autant plus que comme le disait tout à l'heure, ONU est dans son rôle et ONU veille également à la protection, à la promotion des droits humains. Maintenant, sur le terrain, la situation se présente comme telle. Est-ce qu'aujourd'hui, Bazoum et sa famille même ne se sont pas fait prisonniers volontairement? Parce que, je le dis, ils vivent aujourd'hui dans cette situation parce qu'à un moment donné, il y a des conditions qu'ils devaient normalement aujourd'hui remplir. Ils devaient remplir certaines conditions. C'est vrai que Bazoum a été déposé, mais jusque-là, tu le disais tout à l'heure dans ton introduction, il n'a pas démissionné, il n'a pas apposé sa démission sur Sinapo quelque part pour dire effectivement qu'il a démissionné et qu'il a renoncé effectivement au pouvoir. Donc c'est là où se trouve en fait le problème. Ça y est, s'il recouvre la liberté, il faut toujours revendiquer son droit, parce que quoi qu'on dise, il a été démocratiquement élu par le peuple nigérien. Et donc, si du jour au lendemain, il se retrouve en liberté, s'il recouvre la liberté, il peut encore réclamer ses droits. Et je pense que tous les tests constitutionnels ou bien, en fait, regarder la loi, il y aura le droit. Donc, c'est pour ça, je dis que est-ce que quelque part, lui-même ne se complique pas la situation? Est-ce qu'aujourd'hui, Bazoum ne doit pas se libérer lui-même? Parce que en démissionnant? Oui, en démissionnant tout simplement. Il faut d'abord qu'il pose ces tâches-là et pour qu'on voit en fait ce qui va en devenir. Il faut qu'il démissionne d'abord et on va voir si justement Tiani et son gouvernement vont toujours le maintenir en prison ou bien vont toujours le traiter comme tel aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je dis qu'il lui revient en réalité de poser le premier pas. C'est à lui d'agir en premier pour que en fait les nouvelles autorités nigérianes en fait suivent ses pas. Et s'il ne le fait pas, je pense qu'il va compliquer la situation parce que après tout, Tiani et son gouvernement aussi sont en train de protéger leur fauteuil. Ils n'ont pas fait le coup d'État pour que du jour au lendemain, Bazoum en fait refasse surface et venir réclamer ses droits. Et comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui les tests vont à l'avantage de Bazoum. S'il vient, il réclame son fauteuil, il aura certainement, si on décide effectivement de dire le droit, je pense que le fauteuil-là lui revient de choix. Donc, je pense que c'est un choix stratégique de la part des autorités nigérianes qui ont décidé de continuer par le maintenir dans cette situation.
Donc, ce qu'il y a lieu de faire, parce qu'on a vu, les exemples sont légion récemment, quand vous voyez tout à l'heure, Horus parlait du Burkina Faso. Au Burkina Faso, Blaise Compaoré a été déposé. La Côte d'Ivoire lui a offert l'asile. Paul Damiba a été déposé par le capitaine Traoré. Le Togo a offert justement l'asile à Paul Damiba. Vous avez le président guinéen, le professeur Alpha Condé, qui n'est plus au pays. Vous avez même des chefs d'État qui ont perdu les élections, qui ont justement décidé de continuer leur vie ailleurs. Et donc, c'est ce qu'il y a lieu de faire. Je pense que c'est cet exemple-là que Bazoum doit aujourd'hui suivre. Ça, c'est le premier volet de mon analyse. Quel exemple? Ça dit partir? Ouais, Police voudrait qu'il ne parte pas, qu'il reste au pays. Moi mon souhait, c'est qu'il parte parce que il peut pas, les nouvelles autorités ne peuvent pas permettre qu'il reste dans le pays aussi. Parce que quand vous avez quelqu'un comme ça dans le pays, ça va peut-être rendre le pays ingouvernable. Tu as vu pour le cas de la Côte d'Ivoire, on a accusé Blaise d'avoir fomenté des rébellions. Pour Damiba, même au Togo, on a eu des problèmes parce que on a soupçonné Damiba du Togo d'avoir... L'avantage, c'est que quand la personnalité n'est pas au pays, le pays qui lui offre l'asile essaie de le contrôler. Parce que par exemple, quand vous prenez le cas de Damiba, le Togo ne veut pas avoir un incident diplomatique avec le Burkina Faso. Donc c'est pour cela qu'il essaie de surveiller Damiba comme du lait sur le feu. Tous les faits et gestes de Damiba à Lomé sont scrutés de près. Et donc, la responsabilité, ou bien si advenait que Damiba pose des actes compromettants, à l'endroit du gouvernement de Traoré, c'est le Togo justement qui va endosser la responsabilité. C'est pour ça que je dis que, après tout, c'est mieux, c'est avantageux en fait pour les nouvelles dirigeants ou bien pour les nouveaux dirigeants de laisser leurs adversaires d'hier quitter le pays. Okay. Et donc là, je pourrais peut-être terminer par là, parce que là aussi, ça devient aussi compliqué, parce que au Niger, justement, parce que Tiani et son gouvernement ne veulent pas libérer Bazoum, parce que vous avez la CEDEAO qui n'a toujours pas renoncé à son plan d'intervention militaire au Niger. Ça aussi, c'est toujours d'actualité. Donc, c'est des choses qu'il ne faut pas perdre de vue. Donc, je pense que le gouvernement Tiani est dans la prévention. Le gouvernement Tiani est en train d'anticiper les éléments. Il ne veut pas justement se laisser en fait prendre au piège. Voilà. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. CRIDOTT, l'Organisation des Nations Unies, réclame la liberté pour Mohamed Bazoum, estime qu'il a été détenu arbitrairement depuis sa chute en 2023. Oui, et avant de revenir à cette question, donc je voudrais nuancer une partie de l'intervention de mon cher ami Louis Kamako. Lorsqu'il parlait, le droit d'asile a des contraintes aussi bien pour celui qui est en asile, qui bénéficie de ce droit d'asile, et pour le pays qui l'octroie. Donc là, on ne peut pas dire que, par exemple, l'ancien président burkinabé est aujourd'hui exilé au Togo, donc le Togo sera comptable de tous ses faits et gestes. Non. Le Togo, pour sa sécurité, doit mettre des mécanismes en place, mais tous les actes que poserait un exilé sur un territoire autre que son territoire d'origine, donc on ne peut pas l'imputer implicitement au territoire. Pas tous les actes quand même. Oui, pas tous les actes. Donc c'est dire que dans le cas d'espèce, comme il a donné l'exemple de Damiba, donc il faudrait dire que le droit d'asile obéit aussi à certaines règles, et il y a des contraintes aussi bien pour l'exilé que le pays qui accorde ce droit. Oui, et revenons au sujet du Niger. C'est vrai, le groupe de travail a fait son travail. C'est de leur habitude. À un certain moment, il faut pousser du vent pour espérer quelque chose. Je dis bien pousser du vent, parce que aujourd'hui, réclamer la libération immédiate de Bazoum, ils sont dans leur rôle. Et ils parlent de Bazoum et puis de sa femme. Et le droit d'obtenir réparation. Obtenir réparation sur quelle base? Parce que aujourd'hui, dans la logique, ils sont arbitrairement détenus selon leur dans la logique des nouvelles autorités
du Niger, il nous en souvient qu'au mois de juin 2024, son immunité présidentielle déjà a été levée. Ouais. Donc Bazoum est considéré aujourd'hui comme un simple citoyen. Mais lorsqu'on dit réparation, est-ce que vous pensez que les nouvelles autorités seront assez larges pour aller sur un terrain de réparation du moment où M. Bazoum aussi avait adopté une posture, et cette posture, je crois que c'est ça qui aurait corsé, disons, sa détention dans des conditions assez difficiles, parce que les nouvelles autorités ou bien le chef de sa garde républicaine d'antan, le général Tiani, a simplement demandé à ce que le président Bazoum démissionne pour laisser libre cours aux choses. Donc il n'a pas accédé à cette demande, et les positions étaient assez tranchées, ce qui a abouti, je le répète, au mois de juin 2024 à la levée de son immunité. Maintenant, il est dans une situation, même si on veut au Niger aujourd'hui le libérer, lui donner le droit de mouvement, donc ça ne peut pas être automatique, parce qu'il doit répondre devant la justice selon l'esprit des nouvelles autorités. Donc aujourd'hui, que le groupe de travail, que le Conseil de sécurité des Nations Unies en matière de droits de l'homme pousse des cris, donc je crois que cela ne pourra pas impacter un tant soit peu la décision des autorités. Un cri dans le désert alors. Un cri dans le désert. Donc, je ne voudrais pas dire que le Conseil de sécurité et le groupe de travail s'assimilerait au rôle de Jean-Baptiste dans la Bible. Mais tout compte fait, s'il faut aplanir le chemin, donc il faudrait s'outiller de mécanismes qui puissent rassurer les deux parties. C'est trop facile de rester au niveau des Nations Unies pour dire nous ordonnons la libération immédiate de Bazoum et de sa femme et nous demandons à ce qu'il soit réparé. Non, mais ça, c'est trop facile. Ça, c'est trop facile. Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Oui. Ils sont dans leur rôle, mais c'est pas tout rôle qu'il faut jouer. Donc, à un certain moment, il faut également écouter les nouvelles autorités du Niger. Les nouvelles autorités du Niger ont motivé le fait de l'avoir déposé. Ils ont donné toute une litanie d'arguments de motivation. Maintenant, est-ce qu'il ne fallait pas créer un couloir de discussion pour comprendre, apprécier les points A et B des deux parties? Sinon, c'est trop facile aujourd'hui que de pousser ce cri de détresse pour dire, ou bien, non, ce n'est même pas un cri de détresse. Donc il donne des instructions fermes. Des instructions fermes à un État, le Niger, qui a aujourd'hui de nouveaux dirigeants libérés, comme si on affranchissait une lettre à la poste. Donc je crois que il faut revoir aussi le fonctionnement du Conseil de sécurité et des droits de l'homme. Et là, est-ce qu'on ne donnerait pas sitôt raison à Donald Trump lorsque Donald Trump est en train même de critiquer leur fonctionnement? Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.